Et ben voilà, on y est. Après 3 heures de triturage de cerveau, de contraintes éhontées, de torturage de temps, eh ben, on est là, à la première assemblée des habitants de la Terre en Poitou-Charentes. Et on est là pour faire loi, on est là pour faire proposition concrète. Et donc, nous allons vivre pendant 1 heure un travail d'abord de restitution et de validation des différentes propositions concrètes qui auront émergé de vos groupes de travail. Je crois que c'est toujours le bon moment, on le fait toujours trop tard, pour dire merci à tous ceux qui se sont investis ou qu'on se remercie les uns les autres pour l'organisation de cet événement. Il y a beaucoup de monde qui a bossé dans l'ombre et qui a bossé depuis 3 mois de manière assez acharnée, et je pense qu'il y a au moins les acharnés de la Boisselière qu'on doit citer ici. Un grand merci à Mélissa, à Laurie, à Fedi, à Monsieur Véniel. Évidemment, dans la même logique, un grand merci à Ricardo et toute sa troupe d'élite, tous nos chers intervenants, Massa, Marion, faut que je prenne la liste, sinon je vais en oublier, Jean-François, Marc, Florence, Valérie Cabane qui n'est pas venue mais qu'on remercie fortement d'avoir contribué de loin, Jean-Pierre Vauquier, Jean-Claude Pierre qu'on remercie qui n'était pas là, Joël Lallemand, voilà, merci à tous. On remerciera peut-être l'ancienne commune d'Effre d'avoir participé à la mise en place d'un si bel équipement. On remerciera un peu moins l'actuelle équipe d'Effre qui nous a pas complètement joué le jeu de la démocratie, qui nous a par exemple fermé la porte à l'affichage communal. Voilà, on est aujourd'hui, on loue, mais voilà. Il fallait que ce soit dit, que ce soit explicité, mais n'allons pas plus loin. Un grand merci à tous les gens qui ont fait à manger. Un grand merci à la technique, à Nico et à Manu qui étaient là hier. Un grand merci aux artistes qui ont accepté de venir jouer pour nous, pour la célébration de tout à l'heure. À Mélismel, à Corde Sensible, à DJ. Ouais, DJ Zoraille, j'ai du mal. Hein. Il y a tellement de noms, cet homme-là. Et puis, ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Donc, on est là pour boucler la boucle, et donc on va tenir le cadre. On débriefera ce qui s'est passé cet après-midi, évidemment. Qu'est-ce que ça a produit ? Qu'est-ce que ça a produit en nous ? De très bien, de pas bien, tout ça, il faudra qu'on en tire les marrons du feu, on comptera les bouses à la fin de la foire, tout ça, toutes ces grandes expressions, mais ça se débriefera, on reviendra vers vous, et je vous annonce dès maintenant qu'il y a un engagement de la part du comité d'organisation, c'est le comité d'organisation, je le redis bien, c'est Balanin et Torchepeau, l'association locale d'Effre qui fait de la sensibilisation scientifique, on peut les applaudir. C'est l'API, vieille association du sud de Sèvres qui se bat depuis très longtemps sur les problèmes d'eau, qui était représentée par Joël Lallemand, voilà, et qui, dans la belle mécanique, a joué le rôle de porteur administratif, voilà. Le BNM, c'est un des acteurs. N'est pas une entité juridique à part entière, et à chaque fois qu'on fait un waterstock, il y a une asso, membre du collectif, qui vient porter tout ça. Voilà. Et là, c'était l'API. C'est pas la première fois qu'ils le font. Et puis innovation, là, une vraie ovation au mouvement de Ricardo, l'Agora des habitants de la Terre. Et puis je continue. Toutes les petites mains qui bougent de partout, toutes les petites fourmis, là c'est beaucoup de gens de Bastille, non merci, les super copains, Olivier et puis Anna qui se sont défoncés pour faire cette magnifique affiche, messieurs, dames. C'est bien d'avoir des compétences comme ça au sein du groupe. Et Olivier qui a sillonné les routes de Deux-Sèvres pour en mettre partout, enfin voilà, c'est précieux tout ça.
Un grand merci à tous ceux que j'oublie, mais ils se reconnaîtront, ils savent que c'est pas de l'ingratitude. Voilà, ceux qui nous ont accueillis, etc. S'il faut que je mentionne, c'est quand même... oui, absolument. Tout à fait. Absolument. Faut remercier une association qui vient de disparaître, qui s'appelle l'association du Val de Mignon, et qui a donné 800 € pour que l'événement puisse avoir lieu. Voilà. C'était leur dernier acte. Ils ont donné 800 € pour soutenir l'API, pour ses actions, et 800 € au collectif BNM. Banana et Torche-Pot également a sorti 150 €, et en fait, ces deux trucs-là permettent à peu près de payer la salle. Voilà, j'y viens. Dans les soutiens concrets, on peut absolument pas oublier le PC et la CGT qui, depuis le début, avec les Verts, assure un soutien en termes d'impression. Voilà, très clairement. Les photocopies, etc. C'est du soutien logistique concret. Et si BNM n'est pas partisan, BNM est politique dans le sens où on s'intéresse à la vie de notre cité et on est dans une version politique qui ouvre à tous, et tous ceux qui savent se formuler de manière explicite face à des projets barbares comme celui des bassines seront les bienvenus dans le collectif. Voilà. Et sans exclusivité. Il y a un bonhomme là qui a fait un gros boulot pour que cet après-midi se déroule aussi bien. C'est l'ami Vincent des réseaux sociaux. Ouais. Énorme. Et sachez que, voilà, la sauce des réseaux sociaux, puis Vincent, c'est le type d'accompagnement qui sont en mesure d'accompagner à par exemple, une commune nouvellement élue et qui aura envie de mettre un petit peu de démocratie et citoyenneté dans ses fonctionnements. Voilà. Ils sont interpellables. Bon, nous y voilà, l'Assemblée des habitants de la Terre. Alors, tout de suite, pour expliquer, on vous a fait faire passer un drôle de cheminement là pour arriver jusque-là. Il a fallu que vous choisissiez d'incarner soit un oiseau, soit une plante, en tout cas un être vivant. Alors, on avait pensé à un moment vous regrouper par famille. Et on aurait eu le Parlement des oiseaux, on aurait eu le Parlement. Bon, c'est déjà assez compliqué comme ça. En tout cas, on vous a aussi demandé, pour ceux qui voulaient, peut-être de choisir un drapeau, que pas forcément votre drapeau de cœur ou forcément votre nationalité. C'était pour incarner un petit peu le rôle qu'on va se devoir d'incarner dans cet exercice de style qu'est l'Assemblée des habitants de la Terre, puisque la règle qu'on se propose de vivre dans l'étape de validation qui vient, c'est que vous votiez avec votre cœur, avec vous, qui vous êtes, là, citoyen, AAF en 2020, mais qu'en même temps que vous voterez, vous puissiez incarner un rôle de ce qu'est un élu. C'est-à-dire un élu, c'est un représentant d'un peuple. Et donc ça peut être un pays, ou ça peut être, parce que c'est bien là-dessus, et je pense que ça aura résonné chez beaucoup d'entre nous pendant ce week-end, cette question du droit du vivant doit être au cœur de nos questionnements futurs et de nos actions futures. Et je ne sais pas si elle ressortira en tant que telle, mais elle a déjà été formulée plusieurs fois, que par exemple un territoire comme le Marais Poitevin puisse être considéré comme une entité et avoir des droits. C'est clair que le jour où ça passera, ça changera tout. Voilà. Et donc c'était pour incarner ça qu'on vous a proposé, les uns et aux autres, d'être un oiseau en même temps que vous voterez. Les oiseaux ne votent pas. C'est notre responsabilité d'espèce dominante d'être en empathie et de se dire que les décisions qu'on prend, elles n'impactent pas que nos petits modes de vie, mais bien l'ensemble de la biosphère que nous occupons. Voilà. Et donc, nous allons... là, ce qui serait bien, ce serait qu'on puisse avoir puisse avoir l'heure en même temps. On va inviter les volontaires qui étaient dans le groupe responsabilité et sécurité à se rapprocher de la table pour venir chacun, l'idéal ce serait qu'une personne par motion puisse venir prendre la parole et lire la motion et qu'on la propose au suffrage. Est-ce qu'il y en a qui dans le groupe responsabilité, sécurité veulent venir lire une proposition concrète ? Les enfants ont le droit de vote et les enfants ont le droit de venir ici. C'est un parlement aussi ouvert aux enfants. Si c'est compliqué, je propose que les rédacteurs de groupe veniez éventuellement faire les propositions, lire les propositions. On va faire groupe par groupe. Donc d'abord le groupe qui bossait sur les questions de sécurité, oui voilà, Phil en faisait partie, sécurité et
et responsabilité. Donc là, le procédé, vous allez voir. On va proposer une première motion. Au vote. Donner une personnalité juridique au Marais Poitevin. Quel garant, associatif ou étatique? Alors, pour préciser vite fait, voilà, la proposition concrète, c'est de donner une entité juridique au Marais Poitevin et à creuser derrière toute la question de qui est garant, qui sera le légitime représentant humain pour représenter la rivière ou le territoire. On vous propose de voter cette motion. Alors, si vous êtes pour, c'est bleu, et puis si vous êtes contre, c'est jaune. Messieurs, dames, je vous annonce que nous venons d'adopter la première motion des habitants de la Terre. Merci à vous. Deuxième proposition. Création d'organes, là au singulier ou au pluriel, de veille citoyenne. Deux points. Éduquer, vérifier, proposer. Voilà, on vous propose au vote. Alors, vous avez bien compris, hein, c'est plus le temps des motions, c'est plus le temps des rectifications, etc. On vous propose de valider telle quelle la formulation. Qui s'oppose à cette proposition? J'ai l'impression de revenir quelques années en arrière en Europe de l'Est, génial. Troisième proposition. Imposer le respect juridique de la législation, entre parenthèses européenne, sur l'eau. Respect du droit sur l'eau. La proposition, est-ce que tu peux répéter la proposition? Bien sûr. Imposer le respect juridique de la législation, entre parenthèses européenne, sur l'eau. Eh bien, on va voir. C'est que les propositions sont bonnes. C'est vrai qu'a priori, vu la chaîne, l'Assemblée nationale fait autrement, mais on a vécu en un temps très réduit et très minimaliste des trucs qui... voilà. Donc, il n'est pas étonnant qu'à ce stade-là, on en arrive là, bien sûr. C'est l'occasion quand même, avant qu'on aille un peu plus loin dans les propositions, dire que ce bulletin qu'on lève là, il faut qu'il soit un acte fort. Il faut que derrière, bon, on est OK avec l'idée. Mais tout à l'heure, on va ouvrir un espace de retour, un espace comme fait BNM d'habitude, d'espace d'expression citoyenne, et on va notamment proposer aux uns et aux autres de venir ici pour dire que vous, alors que vous soyez vous, individu, ou vous représentant d'un parti, d'une assoce, d'un mouvement, d'une collectivité, eh ben, vous allez pouvoir venir vous engager sur une ou toutes les motions qui sont en train de passer par ici. Voilà, sachez-le, il y aura un deuxième temps à partir de 19h, si tout va bien, où vous serez libres, les uns les autres, avec ce que je viens de vous indiquer, de venir dire « celle-ci, je vais y tenir fort et je m'engage à la faire vivre selon les modalités que vous vous donnerez. » OK? Quatrième proposition. Oui. Oui, oui. Absolument. Très bien. Très bien. Oui, oui, oui. Et en effet, c'est tout à fait le droit du citoyen, quand il juge qu'il n'est pas suffisamment informé, ça devrait même être un devoir pour tout élu, quand il ne connaît pas les tenants et les aboutissants, de prendre la liberté que tu viens de prendre. C'est ton droit, devoir de citoyen, absolument. C'est pour ça d'ailleurs qu'avait été utilisé le mot législation. Donc, quatrième proposition. Par référendum, inscrire dans la Constitution la priorité des politiques de préservation de l'environnement. Alors, je vais répéter, a priori, j'ai parlé trop vite. Par référendum, inscrire dans la Constitution la priorité des politiques de préservation de l'environnement. Ouais, alors, vous avez bien compris, hein, si vous voulez voter jaune, en fait, les bulletins ils sont simultanés. Il n'y a pas est-ce que vous êtes pour ou contre. Si vous êtes contre, c'est jaune. Et si, voilà. OK. Comment?
Oui. Alors, mais dans ce cas-là, la proposition concrète pour qu'on puisse consigner ce genre d'observation, c'est de voter contre. Et puis je donne la parole. Et puis si ça doit, c'est peut-être à remettre un peu au travail. En tout cas, on consigne l'observation. On considère que c'est validé, de fait. On s'est donné un seuil à peu près, allez, de 70-80%. Et puis si ça a été au-delà, ça y allait, c'était validé. Mais ça n'empêche pas. Bon, là vous avez compris, il faut qu'on avance. Mais puisqu'on avance bien, peut-être qu'on va commencer à pouvoir faire ce genre de petite observation. S'il y a des votes contre, qui est notamment massif, on vient questionner. Oui. S'il y a des gens qui ont des choses, des commentaires à adresser sur ce qui s'est dit, on vous invite éventuellement à vous installer par ici pour consigner par écrit ce qui peut être vraiment au fond, parce que vous avez peut-être peur de vous opposer à la mécanique, à la dynamique, mais n'hésitez pas quand même, si vous avez des petites choses à dire, déjà de lever le jaune, et après d'aller vous installer par là-bas on viendra prendre vos coordonnées, numéro de téléphone et tout ça, et puis vous direz ce que vous aimeriez voir ajouter ou petit commentaire. Ok. Oui. Il faudra le faire vivre derrière. 5e proposition. Intégrer dans l'éducation et dans la formation professionnelle la sensibilisation à l'urgence environnementale. C'est validé, monsieur Damas, on peut applaudir, parce qu'on se leurre. Ouais, il faut dynamiser tout ça. Alors, 6e proposition. Avoir une représentativité de 51% des usagers non professionnels dans tous les organes de la société civile liés à la gestion de l'eau. SAGE, EPTB, CLÉ, etc. Comment ? Je répète. Avoir une représentativité de 51% minimum des usagers non professionnels dans tous les organes de la société civile liés à la gestion de l'eau. Entre parenthèses, la SAGE, le PTB, CLÉ, etc. Il y a débat là-bas. Julien, il y a débat. Il y a des cartons jaunes. Sur le carton jaune, pourquoi ? C'est que le terme société civile me gêne, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est un peu une tarte à la crème, là il y a plein de candidats un peu partout qui sont soi-disant de la société civile, c'est faux. Et ça ne veut rien dire. Et donc c'est sur ambiguïté, société civile que je vote contre. C'est pas pour une opposition au fait qu'on soit représenté, mais sous quelle forme. Voilà. C'est juste la précision. Monsieur Marin-Clémé. Monsieur, peut-être une précision qui pourrait éventuellement modifier votre vote. Il existe une véritable imposture depuis une cinquantaine d'années. Dans tous les organes décisionnels de la gestion de l'eau en France, on a créé des collèges qui sont faussement appelés collèges d'usagers. Dans ces usagers siègent la FNSEA, les industriels, des EDF, et donc les usagers à proprement parler, représentants de la société civile, ils sont représentés qu'à la portion congrue. Donc, il y a une dimension sémantique extrêmement importante qui permet en fait de valider une véritable imposture. Et c'est à ce titre, et je vous garantis que si demain cette proposition était adoptée, ça révolutionnerait totalement la gestion de l'eau en France. Voilà, c'est une petite précision que je souhaitais vous apporter. Vous voulez... Non, c'est bon ? Alors, attends. Oui. Il y a une prise de parole, là. On va la prendre, celle-là. Ah ben, on accepte d'entendre ça ? Donc,
moi, je proposerais de faire, d'aller appeler les médias, le Courrier de l'Ouest, pour expliquer les conséquences qu'il pourrait avoir si on laisse faire construire les bassines ou d'autres choses comme ça. Est-ce que on vote là-dessus, la même médiatisation et de diffuser l'information sur les bassines? Eh ben bravo mec, puis alors là t'as tout cassé quoi, impeccable. Ben ouais, écoute. Alors pour assurer ce cher ami, on s'y occupe fort, hein. Mais il faut que tous les uns et les autres, en effet, on puisse se dire que faut être très clair. Si le mouvement n'est pas mort aujourd'hui, c'est aussi parce que les médias font leur boulot localement. Il faut être très très clair là-dessus. Voilà, bravo mec. Tu voulais intervenir? Parce que j'ai découvert hier avec Valérie à l'hôpital. On était au cloître pour soutenir l'hôpital. Elle m'a parlé de ça. Jusque-là, je n'avais pas une très grande information, tu vois. Et j'ai regardé vaguement, mais je n'ai pas eu le temps de le lire. Il y a un truc sur Facebook qui parle de tout ça. Bon, alors moi, je ne me sens pas très, habilité à voter, puisque je suis assez peu. Mais il y a un truc que je voudrais préciser, c'est que bien souvent, genre le glyphosate, le gouvernement dit on va supprimer le glyphosate, et en fait, pas du tout, ça va être prolongé je ne sais combien de temps. Et comment vous envisagez de faire pression pour faire respecter? Pour le coup, ça tombe bien, il y a des motions qui arrivent, qui traitent de ça. Et pour le coup, voilà, je reprends le micro dans le sens où il faut surtout pas qu'on puisse partir en espace de débat. C'est pas le lieu, c'est pas le moment du tout. Des précisions là, comme on faisait, oui, là il y a des mots qui coincent. Et ça, c'est peut-être un truc qu'il faut qu'on se reconnaisse. On savait que le truc serait imparfait. Je crois que l'enjeu numéro 1, déjà, c'est de valider l'idée. Est-ce qu'on est d'accord sur le principe? Et ensuite, il y a un enjeu numéro 2 qui est autour des mots précis qu'on va mettre. Bah ouais, accordons-nous ça, que c'est pas au cas, on est encore loin de l'article de loi. On est dans l'esprit de la loi, et il y aura peut-être encore des précisions sur les aspects sémantiques qu'on doit pouvoir consigner, tout simplement. 7e proposition. Établir et hiérarchiser les actions citoyennes pour la protection des ressources, entre parenthèses, eau et environnement. C'est pas très clair? C'est l'impulsion. Tu peux la redonner? Ouais, je la refais. Établir et hiérarchiser les actions citoyennes pour la protection des ressources, eau et environnement. T'as énorme. Il semblerait que celle-ci, concrètement, n'accueille pas un grand... Il y a du doute, du flottement. Pour le coup, typiquement, c'est une... voilà. Elle est gardée dans la boîte à outils, mais elle aura le statut de ce qu'elle est, à savoir, non, on va avancer. Non. À prioriser, ok. Voilà, on voit qu'elle n'est pas mûre, qu'il y a encore beaucoup de travail justement sur les mots, et qu'il y a tellement de dissension et d'incompréhension sur les mots qu'elle n'est pas validable en l'état. Ça va? C'est fini pour moi. Maintenant, je laisse la place à ma collègue Véronique. Donc, proposition. Donc, moi, je vais vous lire 7 propositions. La première, modifier la loi pour que le financement public des bassines ne soit plus possible. Je crois que c'est clair. Ah, celle-là, on l'applaudit peut-être, hein, parce que... Et voilà, typiquement, là je fais un petit zoom quand même sur où on en est, pourquoi on fait haut, etc. Là, très clairement, s'il y a des candidats dans la salle et qui veulent valider et porter au sein de leur liste une motion, pour être clair sur les bassines, celle-là, elle est très bien, hein, elle est très claire, nette. Ouais. Patrick, tu veux... Il y a un danger quand même, c'est que l'argent public, l'emploi des bassines,
d'accord. Alors, de l'argent public. Ok. Ouais. 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 Alors, on va jouer le jeu du vote, hein, et il faudra absolument consigner toutes les observations que vient de faire, les questions de fond que pose Patrick. Alors, on vient de valider un refus de financement public sur les bassines. C'est complété par d'autres propositions. Ok. Donc, je continue. Proposition suivante, que le comité de bassin intègre des conseils scientifiques indépendants. Avec cette réserve, il va falloir définir qu'est-ce qu'une institution indépendante. Donc, qu'est-ce qu'un conseil? Qu'est-ce qu'on entend par indépendant? Oui, plus qu'une réserve, hein, sur le fait de dire qu'il allait falloir creuser profondément et donner toute la valeur à ce mot d'indépendance des scientifiques. Alors, on propose au suffrage. Eh bien, cette motion sur la mise en place de comités scientifiques indépendants vient d'être validée. Ensuite, dans les communes. Pardon. Oui. Donc, que les comités de bassin intègrent des conseils scientifiques indépendants, avec une notion à creuser. Qu'est-ce qu'on entend par indépendant? C'est bon? Proposition suivante. Dans les communes, pour des cantines 100% bio, paysannes, locales, avec achat des terres par les communes et culture en régie. Alors, il y a du... Bon, voilà une belle motion avec, on va prendre une... Il y a du jaune là, il y a deux jaunes. Il y en a un qui veut... Ah, ok. Ah, alors, je vais t'arrêter tout de suite. Les moyens existent, des communes l'ont mis en place, et c'est juste, il faut s'y coller. Voilà. Bah ouais. Non, mais ça existe. Et il y a des régies municipales qui vont émerger des Deux-Sèvres. Voilà. C'est donc c'est validé. Ça existe déjà. Hein. Oui. Merci. Elle était belle celle-là. Elle est importante. Ouais. Ah, oui. Oui, alors, oui, vas-y. Alors ça, comme j'assistais au débat, je peux te répondre assez directement. Au début, la motion elle concernait cantine bio, et il y a une volonté très forte de rajouter la notion de paysanne pour se différencier du bio industriel, et de dire que dans le cahier des charges, la provenance, la taille des exploitations, etc., était une notion qui devait être importante et prise en compte dans ces pays. Voilà. Donc elle est... oui. Oui. Ouais, voilà. Validé. Validé, oui, validé. Comment? Local, local était cité. Dedans. Local était dedans. Des cantines 100% bio, paysannes, locales, avec achat des terres par les communes et culture en régie. Voilà. C'est là où, en effet, il y a deux idées dans l'idée, on est bien d'accord. Des cantines bio, c'est une première revendication, la mise en place de régie, c'en est une deuxième. Ok. Oui, et paysanne, et locale. Oui, c'est ça. Ok. Bon, okay. C'est enregistré. Et, c'est bon.
Ensuite, inciter à installer des toilettes sèches dans les habitations existantes avec un système de taxes et d'aides incitatives, et dans les constructions neuves, obligées à avoir des toilettes sèches dans chaque construction neuve. Alors, prononcez-vous, ces toilettes sèches. Ok. La proposition, ouais. Vous pouvez bien lever, parce que là, peut-être que typiquement, on est sur un seuil où on validerait pas si on tient le cahier des charges qu'on s'est donné. Il y a quand même pas mal de cartons jaunes. Donc c'est une idée qui va être mise dans la boîte à outils, mais qui va pas suivre le parcours a priori. Je vais prendre une ou deux oppositions. Qu'est-ce qui est complètement contre? Vraiment, ça. Ouais. Ah, petite observation. Majoritairement un assainissement collectif. Inciter les gens à se désaffilier du service public, c'est affaiblir le service public. Et par ailleurs, le ministère de la Santé est catégoriquement opposé à toutes les expérimentations de ce type pour des raisons sanitaires. Donc il y a un levier à soulever auprès de la DGS. Et je vous souhaite bon courage si vous voulez installer ça partout. La même chose que pour les récupérations d'eau de pluie sur les parcelles individuelles. Donc vous avez là des obstacles institutionnels extrêmement difficiles à lever. Alors je veux bien que dans une optique romantique, à elles seules, les toilettes sèches sauveront le genre humain, mais j'en suis pas intimement convaincu pour des raisons techniques et institutionnelles. Merci pour ces précisions, Marc. On regarde ça, non. On regarde ça actuellement, si on parle des récupérations d'eau de pluie, c'est devenu obligatoire en Belgique. Toute construction neuve doit s'équiper. Donc il y a les freins juridiques et techniques se dépassent parfois. Néanmoins, et je pense qu'on peut, la question des toilettes sèches, si on commence à se la prendre et si on veut la prendre bien et techniquement, ça ne va pas être là. Donc je propose que cette décision, cette motion soit ajournée, dans le sens où elle nécessite du travail, notamment sur de la technique. Et de formation, et de... Ok, ouais. Alors, ok. Travailler. Proposition suivante. Instaurer des zones zéro pesticides autour des villes, des habitations, des rivières, des zones naturelles, des captages, avec des bornes de 150 mètres. On est sur le concept de zone de protection, sans pesticides. Ouais. Tu peux la répéter? Instaurer des zones zéro pesticides avec des bornes de 150 mètres. Ah non, mais t'interviens pas comme ça pendant que quelqu'un lit, autour des villes, des habitations, des rivières, des zones naturelles et des captages d'eau potable. Oui, ça, c'est alors, autre chose. Il y a une autre. En effet, il y a eu... Et finalement, c'est la proposition suivante. Voilà, c'est ça. On a, dans le groupe de travail, je peux vous faire part vite fait, il y en a une qui arrive juste derrière et puis peut-être que ça va tranquilliser tout le monde. Tu peux la faire peut-être? Oui, voir ce que ça... interdire les pesticides. Alors... Ok. Voilà. Ben... en fait, justement, si on dit qu'on est en train de créer une boîte à outils et que... Les deux ont été prenons le cas concret d'une liste qui veut prendre une des motions dans sa boîte à outils. En effet, peut-être qu'il y a des candidats aujourd'hui qui sont mûrs pour assumer, et en plus, même celle-là, il n'y en a pas beaucoup qui sont prêts et qui sont mûrs pour la prendre. Hein. Des zones de captage de 150 mètres, des zones de protection de 150 mètres. Oh, ça y est, la fatigue. Je suis pas clair, excusez-moi. Voilà, l'un n'empêche pas l'autre en fait. C'était dans l'idée du pas à pas, et que là on est bien en train de créer une boîte à outils que les gens prendront. Déjà, s'il y en a qui prennent celle-là, la première c'est vachement bien, et si on arrive à la deuxième, c'est encore mieux. On avance. En fait, le jaune, c'est pas, il n'y a pas une réponse systématique. Faut être clair là-dessus. On va pas donner systématiquement. Je vais te la donner quand même, mais ne considérez pas que parce que vous avez voté contre que vous avez un droit à l'expression. Voilà. Non, mais c'est important parce que sinon, on n'a pas fini. Donc, si je la donne pas, c'est que des fois, je jauge que non parce que tu as déjà parlé ou des choses comme ça.
Interdire les pesticides, bon, juste pour préciser que dans notre groupe, on avait un peu buté là-dessus, interdire les pesticides de synthèse ou les pesticides toxiques. Oui. C'est pas la même chose. Donc, est-ce que je reformule? C'est les phytosanitaires. Ouais. Bon, eh ben, il semblerait que de la même manière, c'est une proposition qui est, comment dire, où il y a encore du travail sur les termes. L'idée est retenue, mais il y a du boulot et c'est pas le moindre. Hein. Phytosanitaires, pesticides, etc., PPP, il y a toutes des enjeux de. Vous avez vu depuis tout à l'heure, hein, si on s'en tient aux mots et qu'on est très précis sur les mots, on pourrait ne rien valider du tout. Si on veut valider une loi et être très précis parce que derrière elle va s'appliquer, en effet, il faut prendre le temps d'être très très précis. On est bien dans l'esprit de la loi. Est-ce que c'est une idée qui reçoit? Et ensuite on la creuse et ensuite, évidemment, on ne fait pas loi pour de vrai aujourd'hui, mais on débroussaille ce qu'on aimerait être un droit sur l'eau, des grands principes de droit sur l'eau. Voilà, précision utile. Dernière proposition, ressortir la carte hydrologique d'origine avec tout le chevelu des petits ruisseaux, même s'ils sont à sec de temps en temps. C'est sur l'enjeu de qu'est-ce qu'une rivière, qu'est-ce qu'il y a un cours d'eau. Voilà. Ouais. Et avec un vrai enjeu, hein, puisqu'en ce moment, il y a tout un tas de fossés, etc., qui sont en train d'être rayés de la carte, et du coup, il n'y a plus besoin de bandes à 5 mètres, etc. Donc, il y a un vrai enjeu. Et merci beaucoup, Véro, et merci au groupe de travail. Je vais appeler le groupe qui a travaillé avec Mathieu sur les aspects de droit de et à l'eau. Et si des gens du groupe veulent venir porter des motions, les lire. Si les rapporteurs ou rédacteurs peuvent me rejoindre. Ça peut être tout autant de gens. Hein. Après, on se partagera le nombre. C'est un peu comme on se partagera le nombre de propositions. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent proposer Il s'agit de lire a priori. Oui. Ouais. Ah. Ah oui, oui. Oui. En fait, Tito, le timing, je m'en occupe. On a un petit peu de souplesse. En tout cas, le temps après des positionnements, c'est super bien si on arrive à le faire. Mais la priorité, c'est de faire passer. En effet, il faut qu'on soit bien dans l'esprit que s'il y a du travail à faire sur les mots, il faut le signaler. On l'enregistre et on met ça. Voilà. OK. Oui, bonsoir. Oui. Ah bah vas-y, juste sachant qu'il y a un certain nombre de propositions qui vont être redondantes avec ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc on essaiera peut-être de passer plus vite quand c'est comme ça. Mathieu, je te propose, si tu veux bien, d'animer le vote, là. Allez, 5 minutes, je veux bien faire une vidéo. Allez, donc la première, on était sur le droit à l'eau, droit sur l'eau, plutôt le statut de l'eau. Et comme on a déjà vu, on proposait donc une création d'une entité juridique, l'eau, marais, Poitevin, pas uniquement limitée au marais Poitevin, mais également les rivières, etc. Ça rejoint vraiment une proposition qu'on a eue tout à l'heure qui résonne avec des interventions des animateurs, des intervenants qu'on a eus. Est-ce que ça vous convient ? Le marais Poitevin étant l'exemple local, ça peut être généralisé partout pour ceux qui représentent d'autres pays, d'autres entités. Deuxième, c'était création d'une charte ou d'une motion qui serait proposée donc dans les communes par rapport à la qualité de l'eau, voilà. Soit par les élus, soit éventuellement par les candidats. Alors, juste pour info, avant de passer au vote sur celle-ci, il y a eu des réserves émises sur l'efficacité. Donc là, on parle bien de l'intérêt de cette démarche-là, sans remettre en cause est-ce que ça marchera ou pas. Ouais, c'est symbolique plus qu'autre chose. Mais... Donc, est-ce que ça vous semble... Donc, la remarque était, il n'y a que le droit, le législatif qui fonctionnera. Mais ça peut aussi être incitatif. Et donc, est-ce que ça vous convient, la mise en place d'une charte locale du droit de l'eau ? A priori, je vois... Ça me semble globalement être une adhésion.
Ensuite, c'était de créer un tribunal symbolique, local, avec des juges, les témoins, etc., pour juger du droit à l'eau et de l'eau. On a essayé d'élargir, mais avec bien en tête donc la problématique du marais Poitevin et des bassines. L'exemple local, celui du marais Poitevin encore. Alors, symbolique était vraiment dans l'optique actuelle que c'est pas intégré dans le droit global. Pour information, ça a été présenté hier par Marion Weber. Il y a un tribunal symbolique à l'heure actuelle qui va se passer au mois de juin à Marseille pour traiter d'un certain cas de représentation d'entités naturelles. Et là, tant que ça n'existe pas encore, c'est pas intégré au droit institutionnel, et ben c'est de le faire quand même sous forme symbolique un peu pour faire avancer les choses. Ce qu'a fait Marie-Monique Robin, les juges contre Monsanto. Voilà. Est-ce qu'on peut procéder au vote? Merci. Ok, donc c'est vraiment le pendant de la première. Il y a la création du droit et puis il y a le fait d'essayer de le faire appliquer derrière, même si c'est encore de façon symbolique. Donc ensuite, responsabilisation de tous les usagers sur la qualité de l'eau, des pollutions et quantité. Alors, je l'ai dit, elle est un peu floue. On a un petit peu débattu sur ce qu'il y avait derrière. Voilà, responsabilisation. Est-ce qu'on procède au vote tel quel? Ben non, c'est pas clair, je suis d'accord. Alors, il y a quand même pas mal de jaunes. Est-ce que quelqu'un veut émettre une proposition d'éclaircissement, de reformulation? Une réaction? Je vote pas contre la proposition, je vote juste contre parce qu'en l'état, je pense qu'elle demande à être travaillée. D'accord. Et voilà, il faut la garder, mais il faut vraiment travailler ça. Merci Jean-François. Pour les autres personnes qui ont voté jaune, ça vous convient? On la garde de côté et on le voit dans la formulation qu'il y a un peu de flou et un peu de choses à creuser. Donc on va la mettre de côté celle-ci et elle sera à approfondir. Et le dernier, donc permettre et mettre localement des expérimentations donc en place, donc que la loi nous le permette de le faire pour qu'on puisse les mettre en place. Par exemple, la gratuité sur un quota minimum d'eau vitale, et ensuite avec un prix qui est échelonné progressivement en fonction de la quantité utilisée et des difficultés de dépollution. Donc c'est pour permettre l'innovation au niveau local. Alors, il y a une proposition pour intégrer en plus l'aspect social, donc le quotient familial. Sachant que là, il y avait vraiment une notion c'est un exemple, effectivement, il y en a d'autres, tu as raison, gratuit. Lionel. Donc on pourrait mettre, par exemple, voilà, quotient familial, premier 20 litres de gratuité, enfin, il y a différents dispositifs, c'est parfois, légalement, c'est difficile à les mettre en place, donc c'est, voilà, que ce soit permis et qu'on puisse les mettre en place, d'innover. Donc, je suis désolé, mais on ne pourra pas rentrer dans le niveau de débat. Par contre, travailler sur la tarification sociale. Bah, comme c'est de l'innovation, c'est à vous d'innover. Vas-y aussi. Moi, ce qui me gêne dedans, c'est le terme expérimentation, puisque on a le droit, alors c'est la loi Brottes de 2013 qui l'autorise, de faire des tarifications sociales et écologiques de l'eau. Donc nous, j'étais avant au Front de Gauche, mais là je suis à Solidaire par Nature. Ce qu'on propose, c'est les 20 premiers litres gratuits, parce que ça c'est l'OMC qui le dit, c'est 20 litres gratuits par jour par personne. Donc ça c'est les besoins vitaux, donc c'est l'eau vitale. Mettre une deuxième tranche en fonction des coefficients familiaux et une dernière tranche pour surtaxer le mauvais usage de l'eau. Voilà. Et le terme de dire expérimenter, ça, en gros, ça engage à rien. Il y a d'autres expérimentations qui sont possibles et légalement
il y a des freins. Donc c'est pour justement lever ces freins et permettre localement aux syndicats d'eau d'innover. Voilà. Est-ce C'est qu'on tout, c'est pas un... Je pense qu'il y a besoin effectivement de reformuler et de faire progresser ça. Par contre, il y a l'air d'avoir quelque chose qui tient à cœur à beaucoup de gens. Est-ce qu'on pourrait pas avoir quelque chose qui dit qu'il faut qu'on creuse, valider quand même une notion, mais qui dit qu'il faut approfondir? Et si on met quelque chose, réfléchir à, travailler à, est-ce que ça pourrait convenir? Réfléchir à la tarification sociale de l'eau, mettre en place la tarification sociale de l'eau. Donc, du coup, pour garder l'idée initiale, c'était un minimum gratuit et une tarification progressive derrière. Donc, innover localement sur la gratuité pour un quota minimum d'eau, puis à des prix à échelonnement progressif, en fonction de différents facteurs, quantité utilisée, difficulté de dépollution, quotient familial. Est-ce que, comme je l'ai prononcé, ça vous convient? On vote sur ce que je viens de dire? Sinon, ça veut dire qu'il faut qu'on retravaille encore. Donc à retravailler, je pense, clairement. Ok. Je vois que c'est pas simple dans la mise en place, effectivement. Mais... Donc on va passer au deuxième groupe. S'il y a quelqu'un, rédacteur ou rapporteur de la deuxième partie qui était sur éducation et approche multiculturelle. Merci. Faut se serrer les coudes, vous avez raison. Et on va se serrer les coudes parce que ça n'a pas été simple pour nous. C'est-à-dire qu'on a réfléchi sur des propositions, mais la mise en mots était un peu compliquée, enfin pas compliquée, mais trop rapide pour qu'on aboutisse à quelque chose qui correspondait vraiment à nos propositions et à nos réflexions. Voilà. Allons-y, on passe à la présentation des propositions. Donc on était dans le domaine de l'éducation et de la multiculture. Donc on a proposé d'instaurer des ateliers philosophiques dans le cadre de la réflexion sur le thème de l'eau notamment, et puis au sens plus large des ateliers philosophiques pour permettre aux enfants d'entrer dans une... On vote sur la proposition telle quelle. Il y en a qui... Un peu feignant. Bon. Ok. L'idée... Donc, c'est validé. La deuxième proposition... Alors, engager une réflexion citoyenne sur les droits et devoirs par rapport à l'eau. Bon. Est-ce que des personnes qui... Il y a pas mal d'abstentions. Je vois pas de jaune, mais il y a pas mal d'abstentions. Donc, est-ce que quelqu'un qui s'est abstenu a envie de réagir? Est-ce qu'il y a des réactions? Il y a une redondance avec la première. Une réaction? Non. Non, je dirais que le mot qui peut gêner un peu tous ici, c'est on parle de propositions concrètes. Pourquoi se limiter à la réflexion? Oui, oui. Ça a l'air d'être un peu gentil, quelque chose qu'on ne sait pas quoi faire, réfléchir. Ben, concrétiser les droits et les devoirs par rapport à l'eau, ou bien à renforcer l'engagement citoyen en matière de droits et de devoirs par rapport à l'eau. Mais disons, réflexion, ce que dit que sur le problème des droits, tu ne réfléchis pas, il faut être pour ou contre. Renforcer la mobilisation citoyenne
sur les droits et devoirs par l'eau. On a une proposition de formulation en ce sens. Est-ce qu'on vote dessus, voir s'il y a un peu plus de votes exprimés, qu'ils soient positifs ou négatifs? Je crois que c'est toujours assez flou. J'invite vraiment à prendre... Si vous n'êtes pas trop sûr, pourquoi pas la mettre de côté, parce qu'effectivement, on est sur quelque chose qui peut être moins concret par rapport à d'autres propositions qu'on a eues. Je vois beaucoup de flou. On va la consigner à creuser. Elle est validée, mais il y a vraiment à creuser parce que ça a l'air de manquer. On enchaîne. Il y a des gens qui sont dans une posture un peu bizarre, là. C'est tous nos chers experts, sages, intervenants, qui êtes, chacun d'entre vous, des mines de propositions concrètes. Et je vous propose, et je propose en fait à l'Assemblée, que vous puissiez, avant votre départ, nous faire des propositions concrètes en votre nom, et qu'on joindra à l'ensemble des propositions. Est-ce que si sur la présentation, est-ce que l'Assemblée, ça vous convient, si nos intervenants peuvent eux aussi ouais. Ok. Bon, mais ben voilà, c'est dit, vous avez des devoirs, si vous voulez. Évidemment, au même titre que toutes les propositions qui sont formulées là, elles seront données à voir sur le site de BNM, on verra sur le site d'Audacia, etc. Voilà. Merci. Merci, Julien. Alors, on poursuit. Installer des distributeurs d'eau potable dans les établissements scolaires. Ah oui, pardon. Encourager la réutilisation de l'eau, par exemple par des récupérateurs d'eau de pluie dans les espaces publics. C'est ce qu'on avait... C'est validé. Ah. C'est une proposition. Juste dans le cas de la récupération d'eau de pluie, on ne peut pas parler de réutilisation. C'est une utilisation, et il y a beaucoup d'espaces publics, par contre, qui réutilisent les eaux grises des stations d'épuration, notamment les golfs. Mais parler de réutilisation en parlant de la récupération d'eau de pluie, je pense que le terme réutilisation n'est pas... Utilisation. Et l'encourager, c'est peut-être un peu léger, et pourquoi se cantonner à l'espace public, quoi. Juste pour réagir par rapport à ça, il y a aussi eu des interventions, il y a eu des débats sur ce sujet où il y avait le risque de complètement casser le cycle naturel de l'eau, le grand cycle de l'eau, si on récupérait tout. Mais il y avait aussi le fait que même si on le stocke, il y a une notion de durée de stockage qui est importante. Si on le stocke quelques jours et puis que ça repart tout de suite après, ça retourne dans le milieu et au final, c'est réintégré dans le grand cycle. Donc voilà, mais il y a effectivement beaucoup à creuser sur les modalités techniques, les applications techniques du stockage. Si stockage, il doit y avoir... Enfin, je pense qu'elle est à retravailler clairement sur les modalités techniques à l'échelle de mise en œuvre et plein de choses comme ça. La suivante. Alors, installation de distributeurs d'eau potable dans les établissements scolaires. Alors, c'est pareil, c'est... Je peux expliquer. Je peux expliquer un peu. C'est-à-dire que on était sur plutôt le pendant de la sacralisation de l'eau en tant que boisson, en fait, par rapport à d'autres boissons possibles, et mettre en valeur ces points d'eau potables qui ne sont pas toujours forcément mis en valeur dans les établissements scolaires, à savoir que parfois les enfants ils vont boire dans les toilettes simplement parce qu'il n'y a pas d'autres. Donc c'était plutôt, c'est pas forcément des distributeurs automatiques, etc. C'est plutôt mettre en valeur ces points d'eau potables. Voilà. Mais bon. On vote. Oui. Je propose qu'elle soit mise de côté parce qu'elle serait vraiment à approfondir. Il y a très peu de votants et presque tous en jaune. Oui, il y a beaucoup de choses. Je propose qu'on la mette vraiment de côté et puis à voir. Il y a une notion de sacralisation de l'eau qui sera reformulée.
On voulait parler aussi de l'accès à l'eau, parce qu'il y a des endroits où l'accès à l'eau potable n'est pas possible. Et il y avait d'autres pays. Alors ça peut être une autre proposition, effectivement, par rapport à la situation, c'est ce qu'on avait dit aussi, ouais. Par rapport à la situation en France où il y a des points d'eau dans tous les établissements scolaires, et dans cette notion de sacralisation, on peut aussi proposer à tous ceux qui représentent un pays, pour jouer le jeu qui a été mis en place, de voter en imaginant un peu comment ça peut se passer dans d'autres endroits. Et peut-être que les écoles pourraient devenir un point repère où il y a un point d'eau, d'accès à l'eau, auquel les gens pourraient venir se fournir. Est-ce que si on le prend sous cette approche-là, je vous propose qu'on revote en le prenant sous cette approche d'habitants de la Terre qui représentent d'autres pays et d'autres conditions qui ne sont pas forcément celles qu'on a ici. Ah. Comment ça ? Les réalités ne sont pas les mêmes. Si vous allez sur l'autre pays, c'est obligation d'eau potable pour tous les foyers. Mais l'enfant, il part du foyer. D'abord, le foyer n'a même pas d'eau potable. Donc, si vous parlez d'autres pays, quand même, écoute, 60% de la population n'ont pas d'eau potable. Ils ne savent pas que c'est ce qu'un robinet, parce que ça ne passe pas chez eux. Donc, moi, dans ce cas, je dirais, peut-être la proposition va venir, on l'a fait dans notre groupe. Là, vous parlez de l'école. Donc, l'argument de défendre l'école peut continuer sur ça, mais si c'est pour le monde entier, on a fait des propositions qui sont très claires. Là, on ne fait pas des jeux de mots, on dit clair. On y va. Alors, ensuite, accentuer la réflexion sur le prix et la valeur de l'eau. Bon, je pense qu'on peut la passer, parce qu'on est vraiment dans le même cas que de mesures très floues, très abstraites. Il faudra la réintégrer avec les autres, mais il y a des choses à creuser. L'éducation intégrant une approche... Pardon. Oui, alors, éducation intégrant une approche multiculturelle de l'eau. Où est-ce qu'on va ? L'idée était de justement, on a plein d'approches à l'eau en fonction des cultures un peu partout, et c'était justement d'échanger sur ces approches, et pour qu'elles puissent pouvoir se nourrir un peu les uns les autres, relativiser par rapport au... Est-ce qu'on va... De toute façon, c'est sûr, parce que c'était trop... C'est trop flou, pareil. C'est les mesures floues aussi. On passe à Allez, on enchaîne, les mecs. Alors, définir certaines connaissances de base universelles dès la maternelle afin de favoriser des comportements éco-responsables, comme par exemple connaître le cycle de l'eau, savoir que le corps humain est constitué de 70% d'eau, qu'il faut 10 000 litres d'eau pour fabriquer un jeans, par exemple. Enfin, ça, ce sont des exemples. Alors, juste pour... Mais on est sur une approche mondiale là aussi. C'était l'approche éducation et multiculturelle. J'explique pourquoi elle est en italique. C'est quelque chose qui a été rajouté après et ça pourrait rentrer très bien dans le cadre de ce que proposait Julien. On est sur une proposition d'experts qui a un message important à faire passer, que l'éducation à l'eau elle est capitale et qu'il y a des bases qu'on devrait tous connaître dès le plus jeune âge. Et donc je vous propose qu'on vote sur cette approche-là. On anticipe sur les propositions d'experts qui pourraient être rapportées. C'est un consensus, ça c'est OK globalement. On enchaîne. Alors, recenser et transmettre le savoir des anciens, donc leur connaissance sur l'eau, leur vécu de l'eau, etc. Donc on vote. J'ai un jaune, ici. Excusez-moi. Non, mais j'ai simplement voté jaune parce que je ne suis pas du tout sûr que certains savoirs des anciens aient été forcément très valables. Je comprends pas, j'ai pas compris. Je pense qu'on peut l'entendre dans le sens de plusieurs interventions qu'il y a eu tout au long du week-end, et c'était valoriser les savoirs autochtones, mais qu'autochtones, c'est pas que exotique, c'est aussi ici, c'est partout, c'est vraiment quand on revient à des savoirs beaucoup plus anciens.
Mais il faut faire beaucoup attention. Vous avez peut-être écrit des choses qui vous interpellent. Il faut aller enlever les vieux dans leur case de retraite quand même pour les amener dans la famille. Sinon, auprès de qui vous allez apprendre? Ah oui, mais... Du coup, suite à ces réflexions, on revote. Est-ce qu'on intègre? On passe. On la zappe. À mettre de côté, à creuser, à expliciter. Et on se reportera vraiment aux messages qui ont été transmis tout au long du week-end. Favoriser les échanges interrégionaux. Ça rejoint l'approche multiculturelle. Pour qu'on avance, on vote directement. En fait, c'était aussi promouvoir des actions telles que les actions qui sont faites en Auvergne par Jean-Pierre Vauquier, leur association, etc. C'était surtout dans ce sens-là que pouvoir faire essaimer toutes ces actions-là, en fait. Je pense qu'on peut la rejoindre avec l'approche multiculturelle de l'eau, qui est à l'échelle interrégionale, mais et mondiale entre les peuples. Donc, on la rejoint avec le reste. C'est pas... Voilà. On passe sur la dernière de l'atelier 2. Alors, impulser le plaisir d'apprendre en expérimentant sur site naturel extérieur au cadre scolaire. En gros, sortir de l'école pour apprendre des choses et avoir du plaisir avec le vivant et la nature. On ne dit pas que ça n'existe pas, c'est de le généraliser beaucoup plus. Donc ça, globalement, on peut je sais pas comment tu la sens. C'est du flou aussi. Hein. Donc on est sur voilà. Y a pas, je vois pas d'opposition franche, mais il y a beaucoup de flou, donc ça va rejoindre la liste des propositions à creuser et à concrétiser. Donc, on va enchaîner sur la dernier groupe. On a que 2-3 propositions, donc ça va assez vite. Est-ce qu'une personne du groupe peut venir? Je vais les faire pour qu'on enchaîne, sinon. Donc, on avait rendre accessibles les informations aux citoyens sur les enjeux, la qualité, sur les usages de l'eau, eau potable, irrigation, eau de pluie, forage, etc. Vraiment axé sur la transparence des informations autour de l'eau. On vote. Là, je pense que c'est un large consensus, c'est vraiment envie d'en savoir plus. Et derrière, on avait écrire collectivement un projet de territoire, inscrivant, entre autres, la gestion de l'eau, en fédérant autour du trésor du Marais Poitevin et en s'inspirant de l'exemple réussi du pacte de métamorphose des territoires du Pays Basque. C'était un exemple d'une des présentations. Donc ça a l'air d'être plutôt OK. Ah oui, on fera attention au mot 13. Eh bien, bravo à tout ce groupe. Voilà, merci. Et je fais un petit rebond avant de laisser la parole au groupe d'Olivier. Mais typiquement, BNM est porteur fortement de cette volonté d'un véritable projet de territoire sur l'eau, sur la terre, et pour tous les usages et tous les usagers. Et on va aussi venir se nourrir des différentes propositions qui pourraient être les prémices de ce projet de territoire. Voilà, on n'a pas assez dit ce mot, mais clairement, aujourd'hui, le projet de territoire, c'est ce qu'on porte auprès de la région, pas auprès des porteurs de projets, des préfectures et tout. Il faut tout remettre à plat. Voilà. Et bien, dernier groupe, et je suis sûr, vous allez voir, ça, ils ont super bien bossé, ça va dérouler. Et on va se donner jusqu'à 20h pour clore l'Assemblée des habitants de la Terre, avec l'enjeu justement, si des représentants de partis, de listes, etc. sont mûrs et ont déjà des motions qui sont là et qui disent celles-là, on va les porter haut et fort, ou on va tout porter haut et fort, on va tâcher de laisser un temps pour ça. Donc on reste à timer, à avancer. Monsieur Olivier. Merci. Merci pour le micro. Du coup, je vais lire la première proposition. Adapter les cultures au territoire et à nos besoins locaux.
Est-ce que c'est... Ok. Bah écoutez, c'est beau, je crois qu'il y a consensus. Projet de territoire, analyser les besoins, ressources, interroger tous ses habitants en transparence. Ok, c'est validé. Refonder la PAC en mettant en priorité l'environnement et le vivant. C'est trop facile la politique, hein. Soutenir et favoriser l'agroécologie en respectant les cycles de vie. Ah ouais, franchement, on a bien bossé, hein. Assurer un minimum d'eau pour chacun et déterminer des quotas équitables par usage adaptés aux ressources locales. C'est vraiment trop simple. On peut descendre un peu ? Alors au niveau mondial, proposition du groupe de Massakone. Donc création d'une convention contraignante sur l'eau au niveau de l'ONU. Donc là, ça me semble pareil, ça a l'air d'être adopté. Interdire l'exportation de l'eau des régions sèches à des fins commerciales. Ok. Ouais, c'est trop ça. Donner une personnalité juridique à l'eau pour mieux la protéger. Donc là, pareil, ça revient un peu à l'entité sur le Marais Poitevin. Interdire l'utilisation des produits chimiques nuisibles à la vie dans l'eau au niveau industriel, agricole et privé. Arrêter de vendre le droit de polluer. Ok, ça c'est beau. Obligation des États à rendre disponible l'eau pour tous les ménages, quels que soient leurs revenus, etc. Encourager les plantations des arbres, essence locale, et il faudrait qu'elles soient plus subventionnées, parce que c'est déjà en partie subventionné, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Alors, proposition du groupe de Charlie. Soutenir la qualité de l'agriculture locale. Superbe. Adopter une charte paysagère. Ah. Veux-tu prendre la parole? Non, c'est bon. Ah, ok. Mais en même temps, il en faut bien un au bout d'un moment, parce que sinon on s'ennuie. Hein. Sortir des conflits d'intérêts au niveau des élus. Tu veux la parole? Non? Ok, ça me paraît adopté. Développer les mouvements associatifs pour faire poids et contre-poids. Donc je pense que ça veut dire la même chose que pouvoir et contre-pouvoir. Ah, il y a un peu moins de motivés là quand même. Hein. Ah, mais c'est c'est ça. Encourager les communes à maîtriser le foncier pour le protéger. Donc là, l'idée, en fait, c'était que les communes puissent soit aider à racheter des terrains pour mettre des zones, restaurer notamment des zones humides, ce genre de choses. Pardon ? Ah, ok, j'arrive, Patrick. Donc on partirait... Ok, du coup on travaillera a posteriori sur cette motion pour... superbe, c'est en train d'être fait. Du coup, est-ce que ça vous convient comme ça? Ok, donc peut-être qu'on peut la mettre de côté pour l'instant et on la retravaillera plus tard. C'est dommage, pourtant c'est une belle... Bon, c'est pas grave. Encourager les communes. Ok. Légitimer le droit de préemption des infrastructures environnementales. Alors, grosso modo, ça veut dire que... pour moi, en tout cas, ce que j'en comprends, il faudrait peut-être demander la parole à ceux qui l'ont faite,
mais ça veut dire que, par exemple, si on a un milieu naturel qui est protégé et qui menace d'être... enfin, qu'il faut protéger absolument parce qu'il y a une richesse en termes de biodiversité importante, que l'État pourrait le préempter, c'est-à-dire, je pense que c'est ça que ça veut dire, on va dire l'acquérir un peu de force pour mieux le protéger, je suppose, en tout cas. Je veux bien compléter, en fait, derrière infrastructure environnementale, j'entends c'est pas l'État. En effet, c'est qu'il y a plein de structures. Je pense au CREN localement, le Conservatoire régional des espaces naturels, le Conservatoire du littoral. Ça peut être des associations qui se porteraient acquéreurs, des parcs naturels régionaux qui feraient leur boulot. Enfin voilà. Demander à l'État de faire appliquer la loi sur l'eau. Ok. Obligé. Obliger l'État, on pourrait... Après, obligé, je crois qu'on partirait sur obligé. Exiger. Exiger. Interdire les produits phytosanitaires toxiques. C'est un peu mou, mais il y a quand même une majorité de bleus, on va partir là-dessus. Favoriser l'information et la prévention du public dans l'éducatif, l'associatif et au niveau communal. Ok. Ah, c'est fini ? Bah écoutez, merci pour votre participation et nous allons changer le monde, je crois. Et c'est vraiment très agréable de finir par ça, puisque ça vous donne, même sur la forme, une très bonne image de ce que l'équipe, là, qui va rebosser tout ça, ben, on s'engage à donner une belle liste avec cette grille de lecture au niveau local, au niveau mondial, au niveau européen, voilà. Et vous avez vu, ben, on savait que l'exercice serait imparfait, et il y a des groupes qui ont réussi à mieux aller au bout, qui ont mieux dépassé les questions de... Ben, c'est les mots, en fait. Les mots, ils ont du sens, et ça prend du temps de se mettre d'accord sur les mots. Et donc d'arriver à une formulation qui soit validable, où déjà l'idée soit claire, et puis le concept, il n'y a pas de levée sur les concepts qui sont derrière. Ben voilà, ben là c'est ce qui fait que ça a été très très vite. Merci à ce groupe, merci à tous, applaudissons-nous fort. Bien sûr. Et Jean-Jacques Guillet, mais son carton jaune. Moi, je m'en veux beaucoup parce que tout le monde a bien bossé, mais on a oublié un truc quand on a parlé. Alors, c'est vrai qu'on a voulu être gentil dans les adjectifs, encourager les plantations d'arbres, mais on a oublié, je pense qu'il faudrait oser dire aujourd'hui qu'il serait grand temps de mettre des pénalités et des vrais à ceux qui continuent de massacrer les arbres et puis ils sont nombreux et qu'on peut au Conseil général. Si on peut encore le rajouter, c'est peut-être pas trop tard. Alors comme je vous l'ai dit, on va se donner, on rentre dans la deuxième phase, qui va être le fait de venir s'engager ici, soit à titre individuel, soit à titre collectif, au titre de liste éventuellement, si vous êtes candidat ou à acter des choses qui viennent d'être décidées ensemble là. Et ça va nous emmener jusqu'à 8h moins le quart, moins 10, et le mot de la fin reviendra à Monsieur Ricardo Petrella. C'est ça. Bon, je crois qu'il y a quelqu'un qui veut déjà... Oui, on peut applaudir Ricardo, il faut toujours applaudir Ricardo. Et donc, on a une première prise de position. Ok. Et donc, on va se donner la règle, et là, je vais être de 3 minutes. Si des mouvements comme ça, des partis ou enfin des candidats, on fait comme à l'Assemblée nationale, il y a 3 minutes d'expression. Ouais. Je vais commencer par dire merci pour ces 2 journées qui ont été très enrichissantes. Je suis candidat sur la liste Solidaire par Nature à Niort, donc je suis 11e de la liste. C'est pas notre tête de liste qui parle tout le temps, on essaye que ce soit horizontal comme vous un peu, l'autogestion. Et donc beaucoup de choses qui ont été développées aujourd'hui y sont. Bon, notamment, il y a eu des problèmes sur la gratuité de l'eau, mais nous on y est favorable. J'ai vu aussi sur les fermes municipales, nous on compte développer une coopérative municipale
pour tout ce qui est alimentaire, pour développer une cantine 100% bio, basée sur une ferme qui serait municipale ou qui commencerait à produire. Et cette coopérative serait chargée de développer les fermes urbaines, les petites fermes pour les petits paysans, aider à les installer et donc acquérir les terres. Donc c'est bien ce que vous avez parlé tout à l'heure. Donc ça, c'est aussi dans notre projet. Et puis un autre truc qui est adossé et que Ricardo en a parlé hier et qui me semble assez important. On veut créer aussi une banque des graines paysannes pour de ce que les agriculteurs arrivent à se débarrasser de la mainmise des semences privées. Voilà. Donc, je peux vous inviter à venir voir sur notre site, sur nos pages Facebook et tous les réseaux sociaux. Le programme, il va sortir dans la semaine prochaine. Et donc, tout sera dedans, et notamment notre soutien à Bassine Non Merci et à l'arrêt des pesticides. Je vous remercie. Rapide, efficace, merci. Y a-t-il d'autres personnes qui veulent venir? Monsieur François. Ah, pardon, oui, excuse-moi. C'est les candidats, alors donc du coup, moi je suis candidat, alors je sais pas si je réussirai à être inscrit, parce que ça c'est pas gagné, mais pour faire vivre un tiers-lieu, ce qui me semble fondamental, c'est de créer du lien social. Voilà. Avec le lien social, c'est les informations qui vont circuler et c'est ça qu'il faut. Voilà. Donc c'est pour créer un lien social avec un bar-restaurant qui a été tout neuf, qui est fait à la Faux-Mongeau. Et voilà. Et donc on va voir. Donc voilà, ça c'est un projet. Et par contre, il y a un autre truc, c'est que et là ça va dépendre de vous aussi. C'est parce que c'est avec le soutien de l'API. Alors l'API, c'est une association de protection et d'information d'études de l'eau et de son environnement. Et ça fait plus de 20 ans qu'elle existe. Elle a été un des membres fondateurs, c'est Daniel Barré, qui est maire de Chizé et qui a eu des problèmes parce que justement il interdit les pesticides autour de la commune, autour des habitations. Et cette association qui a plus de 20 ans, il y a une centaine d'adhérents. Vous allez pas me croire, mais renseignez-vous. Et au bout de 20 ans, il n'y a qu'une centaine d'adhérents. Je me dis, c'est quand même malheureux parce que c'est 10 € par an, l'adhésion, quoi. Et je me suis dit, mais il n'y a pas un problème là dans le département. On ne devrait pas être des milliers à être adhérents de l'API. Donc maintenant, dès que j'ai un micro, j'en parle. Voilà. Alors, ce qu'il y a, c'est que j'espère qu'il va y avoir d'autres personnes qui vont dire, bah ouais, il faut soutenir l'API et voilà. Tu l'as fait. Je veux croire qu'on peut avoir du pouvoir, qu'il faut arrêter de laisser les autres décider pour nous. Il faut qu'on s'associe, il faut qu'on s'assemble et que voilà. Merci. Et puis qu'on vire les malhonnêtes. Yes. Voilà. Je vais en donner un petit peu. Alors je crois que c'était François, David. Je vais en donner un petit peu ouais. Alors justement, l'idée c'est aussi de venir valider ce qu'on. Voilà, il y a un petit peu ce cadre-là. Alors ça tombe bien parce que sur le soutien à l'API, c'est sans ambiguïté. On vient d'adopter une proposition sur le soutien aux associations pour qu'elles fassent poids et contrepoids. François, c'est à toi. Oui, moi je suis donc tête de liste, la liste sur Niort, Niort Énergie Nouvelle. Je voulais retenir des choses qu'on a travaillées aujourd'hui, plusieurs choses. La première chose sur les pesticides, Daniel Cueff est venu, le maire de Langouette, que vous connaissez tous sans doute, est venu il y a une dizaine de jours, et on a déjà enregistré une vidéo d'engagement, d'arrêt des pesticides, de suppression, d'interdiction des pesticides à 150 mètres des maisons. Alors, pour Niort, l'impact est relativement limité, mais l'idée, c'est quand même de généraliser ça au niveau de l'agglomération en allant aux affaires. Voilà. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est, j'ai retenu 3 choses de notre importante des propositions et qui sont liées à l'histoire que j'ai vécue avec les bassines depuis 3 ans, en passant dans toutes les phases. La première phase, c'est la notion de transparence. Le gros problème de la gestion de l'eau, c'est que les données ne sont pas transparentes. Et on l'a bien vécu à tout moment pour savoir qui utilise l'eau, comment elle est utilisée et à quel usage. C'est très très difficile et encore maintenant, il y a beaucoup de flou.
Donc cette notion, cet engagement de transparence, ça me semble primordial. Le deuxième engagement, c'est la gestion globale. Malheureusement, actuellement, et c'est l'historique, l'eau est gérée de façon cloisonnée. Il y a les communes qui gèrent l'eau potable et qui se débrouillent en récupérant tous les pesticides et les intrants, les nitrates. Et puis à côté, il y a une agence très éloignée, agence de bassin, Loire-Bretagne maintenant, qui a une vision de la ressource en eau et des écoulements. Et puis à côté, vous avez aussi des gens qui, comme le SAGE, qui gèrent plus localement, mais avec des pouvoirs complètement séparés. Et après, des gens, des irrigants, qui gèrent de leur coin la chose. Alors ça vient, disons, du passé. C'est qu'en fait, à un moment donné, on considérait que la ressource des nappes phréatiques était inépuisable et on pouvait la pomper comme on voulait. C'est en train de changer, mais par contre, ce qui est difficile, c'est d'avoir cette gestion globale. Et donc c'est pour ça toutes les motions qui intègrent l'ensemble de la gestion globale de l'eau sont des gestions et qui donnent à l'eau ce statut juridique sur lequel on pourrait s'appuyer, sont des notions très importantes à mon sens. Il reste une minute. Et voilà, je termine. Et le dernier point que je soulève, c'est la difficulté de transition des agriculteurs parce que, à cause de la PAC, vous l'avez bien mis, les agriculteurs dans le schéma actuel sont prisonniers, une bonne partie, hein, et notamment les agriculteurs de taille moyenne. Et la PAC favorise l'hectare et les gros agriculteurs. Donc la bataille contre les bassines est aussi une bataille contre l'agriculture industrielle, et donc contre le type de PAC qui la favorise. Voilà ce que je voulais vous dire, et je termine. Merci. Pardon. Ah, pardon. Encore un. Non, je suis le régional de l'étape, on va dire. Donc d'abord, je suis conseiller municipal à Effre et bienvenue à vous, parce que tout le monde n'était pas contre cette ignominie d'un maire qui ne veuille pas vous accueillir. Nous, on est tout à fait pour. Et donc, je suis tête de liste, effectivement, d'une liste sociale, écologiste, citoyenne, et qui, effectivement, revendique un projet qui peut adopter, alors j'allais dire 90%, parce qu'il y a des petites formulations de temps en temps où je trouve même qu'on va pas assez loin. Voilà. Il se trouve que dans mon métier à l'université, ça fait longtemps que je travaille pour convertir les campus sur une vision écologique depuis très très longtemps. Par exemple, un exemple très concret tout à l'heure sur l'histoire de réutilisation des eaux de pluie. Pour moi, c'est une bêtise, voilà, parce que effectivement, ce qui compte ici en Poitou-Charentes, c'est le déficit hydrique qu'il y a sur les nappes. Et donc, moi, je déconnecte les bâtiments publics aujourd'hui, les eaux de pluie des bâtiments publics, de façon à aider la réinfiltration à la parcelle. Donc, c'est pas que je sois contre l'idée de préserver la ressource, au contraire, au contraire. Et puis, souvent, des collègues disent, il faut l'utiliser dans les chasses d'eau, par exemple. Non, parce que quelque part, c'est écologiquement bon, on pourrait se dire, mais socialement, c'est totalement idiot, puisque on fait payer la taxe aux voisins, l'eau qu'on pollue aussi aujourd'hui en France, ou alors il faut revoir tout le système, puisqu'on paye la taxe d'assainissement sur l'eau consommée. Donc vous voyez, c'est des petites nuances comme ça qui vont faire que, mais en tous les cas, soyez assurés qu'ici, à Effre, vous serez toujours les bienvenus. On va, nous, effectivement, porter ce projet et gagner, parce que c'est sûr, les citoyens sont très engagés autour de toutes ces valeurs, et il y a encore beaucoup de travail de sensibilisation, ça c'est certain, mais moi je suis convaincu que ce qu'on a fait aujourd'hui, ici, est vraiment fondateur. Merci à vous. Excuse-moi, David. 3 minutes. Donc, moi, c'est par rapport à la démarche de fondation. Donc, tout ce qui a été produit, écrit aujourd'hui, c'est très bien. Maintenant, il y a encore certainement beaucoup de travail de reformulation et de mise en forme. Et qu'est-ce qu'on va en faire et comment on l'utilise et qu'on le transforme en essai, comment on transforme l'essai. Comment on se donne les moyens pour continuer le travail, qui s'engage donc moi, donc je peux m'engager comme toutes les semaines depuis 2 ans et demi, ou des fois tous les 15 jours, à se réunir et à travailler en groupe de travail pour continuer ce travail-là, pour le formaliser et pour le matérialiser sur le territoire. Et une des façons, en tant qu'indigène du territoire du Marais Poitevin, une des façons de le matérialiser, c'est de commencer le travail sur le Marais Poitevin.
ou du moins sur l'entière surface du Marais Poitevin, parce que le travail de sensibilisation et les forces vives, effectivement, elles sont situées en Poitou-Charentes. Aujourd'hui, la problématique du Marais Poitevin, elle est vendéenne en grande partie, c'est la même problématique, mais on rappelle que les 2/3 de la surface du Marais Poitevin sont en Vendée. Et donc aujourd'hui, en Vendée, je ne retrouve pas d'écho à la démarche qu'on peut vivre aussi ici en France. Bon, la Vendée, c'est pas la France, hein. Voilà, en Poitou-Charentes, c'est-à-dire que quand je demande à la société civile, donc LPO, Vendée Nature, Terre et Rivière, Confédération Paysanne, eh bien, de se réunir pour avoir un positionnement clair, au moins pour discuter, pour dialoguer, eh bien, ces rencontres ne sont pas possibles pour des problèmes d'ego, pour des problèmes de difficultés politiques du territoire. Aussi, j'en appelle à un aide à l'échelle donc régionale ou nationale, ou du moins des voisins et de l'organisation des réseaux, pour intervenir et accompagner et essayer de faire avancer une position de la société civile en Vendée, parce qu'en fait, on s'épuise. Ça fait de longues années qu'on essaye de mettre ça en place. On est là à base avancée, hein, en Sud-Vendée. Et donc, je récidive mes demandes, même si tout le monde est débordé. Comment, donc, la problématique du Marais Poitevin par rapport à ce qu'on a écrit aujourd'hui est réellement retraduit sur le terrain, et surtout en Vendée. Comment on arrive à... voilà. Faut être en considération. Yes. Je vais faire un petit complément par rapport à ce que David... parce que voilà, on vient de valider plein de choses, on a été créatifs. Et maintenant? Et après? Eh bien, après, ça commence demain, puisque y a des gens qui sont du collectif Bassine Non Merci qui vont aller au cabaret. C'est quoi ce cabaret, monsieur Nicolas Beauvillain? J'en parle juste 2 secondes. Demain, il y a une vingtaine d'artistes de la région qui font un cabaret, une séance à 14h, une séance à 17h30 au patronage laïque. Et toutes les entrées seront reversées aux caisses de grève contre la réforme du chômage. De retraite. Voilà, en même temps, le chômage s'est passé sans... Oui, bah, les retraites. Yes. Le chômage, c'est déjà fait. Donc, c'est trop tard. Donc, je vous invite tous à venir à 14h ou à 17h30 pour participer à ce cabaret où moult personnes sont là. C'est au patronage laïque. Et l'entrée de 10 €. Voilà. Donc si vous n'avez pas manifesté, si vous n'avez pas donné, si vous n'êtes pas engagé de part, eh ben c'est le moment. Passez un bon moment. Yes. Et donc pour faire le lien et en même temps d'être un peu dans l'opérationnel, on va faire d'une pierre deux coups, puisqu'il y aura des représentants de BNM, en l'occurrence Jean-Jacques, je crois, c'est en même temps on se rappelle Jean-Jacques, je crois Thierry, Fabienne et Fab, Brice, et donc il faudra que vous trouviez à collecter cette matière-là pour pouvoir la restituer de la manière la plus fidèle. Voilà, ça commence demain, et puis ça commencera aussi demain puisque les médias vont appeler pour avoir le compte-rendu de tout ça, et dans la presse locale, on va commencer à faire apparaître ça. Puis évidemment, le plus vite possible, on fait apparaître ça sur le site de BNM et puis sur les assos partenaires qui voudront, et syndicats et partis qui voudront y faire figurer. Si quelqu'un veut prendre le micro, c'est... Oui, tu y vas? Yes, bah oui. Ah oui, si c'est en tant que candidat, monsieur Durand. Demain, c'est aussi samedi prochain, le 29 février. Éloigne-toi un peu des micros. Pardon. Demain, c'est aussi le 29 février, samedi prochain à Nantes. Il y a une manif de convergence avec un village solidaire associatif contre les grands projets inutiles du Grand Ouest. Et plusieurs collectifs y seront représentés. Il y avait le ZAP La Vague pour le projet de surf park industriel. Il y avait le port de Bretignolles qui vient d'être en arrêt le temps qu'il y ait un contentieux qui soit porté. Éloigne-toi des micros. Et donc il y a encore plein d'autres. Il y a une histoire de hangar de stockage Amazon. Il y a plein de projets comme ça. Et donc il y a une convergence sur tous ces grands projets inutiles qui ont un impact déplorable. Et puis collectif Bassine Non Merci, il va y aller, qu'il y a 1 ou 2 personnes. Et donc n'hésitez pas à relayer cette info, à y aller vous-même ou à en parler à vos connaissances, dans vos réseaux. Et on a subtilement viré vers les petites annonces. C'est ça. Donc s'il y a des personnes, on reste. Merci Mathieu. T'as raison. On va quand même remettre le cadre. On a encore jusqu'à deux interventions, et toujours dans cette logique d'engagement. Et c'est par là que ça se passe. Mais il y a Véro qui y est. Ouais, tu diras après.
une petite annonce, enfin une petite info. Je ne suis pas forcément compétente non plus, mais il y a quand même, en lien avec les bassines, le port de la Palisse. Il y a un projet d'agrandissement phénoménal de ce port sur la période 2020-2023, je crois, 2025, avec donc d'approfondissement des bassins, donc d'éroquetage de la roche, etc. Je ne sais pas ce qu'en pensent les mytiliculteurs, ou si Jean-François est par là. Mais enfin, voilà, ça fait partie de notre région. Hein, la grande partie de la production agricole part au port de la Palisse, enfin, le grand port maritime de La Rochelle. Et voilà, on souhaite changer de modèle. Et en même temps, il faut savoir qu'il y a ce projet-là. Je ne sais pas si... Patrick, tu peux dire un mot ? Patrick ? Bah Patrick, je vais monter, t'embête pas. Alors, je ne sais pas comment on peut agir par rapport à ce projet-là. Donc, le grand port maritime commence à vouloir prendre de l'ampleur et passer devant un certain nombre d'autres ports, en particulier pour les céréales. Donc, Véronique vient de le dire, donc ils vont faire des grands bassins pour pouvoir accueillir des bateaux encore plus grands. Ils sont très embêtés parce qu'on mesure la pollution quand les bateaux sont taqués, on mesure la pollution du fioul lourd. Ils passent un peu au fioul léger, mais on a des voyous là aussi. Donc on mesure la pollution sur les capteurs Atmo de la ville de La Rochelle, tous les produits polluants du fioul lourd hein, dans les chaudières qui tournent à quai pour faire fonctionner le bateau. Donc ça, c'est catastrophique. Donc ça fait un certain nombre d'années qu'on demande, nous, à ce qu'ils soient connectés sur le réseau électrique ou sur du gaz. Donc c'est pas possible pour l'instant. C'est catastrophique. Le port de La Rochelle est le premier utilisateur de pesticides à La Rochelle, puisqu'on a 5, 7 ou 8 tonnes de pesticides utilisés tous les ans pour mettre dans les silos. Donc souffler, Terre Atlantique, machin truc. Donc toutes les grosses coopératives qui sont sur l'arrière du territoire de Charente-Maritime et qui sont consacrées exclusivement au stockage de céréales qui part au port de la Palisse. Ces céréales sont traitées avec des pesticides très dangereux et qui s'évaporent et qui partent un peu partout quand les céréales sont transvasées des silos vers les bateaux. Donc c'est une situation assez catastrophique avec des problèmes de santé des personnes qui travaillent dans le port. En plus, au déroquetage de ce port-là, on va dévaser. Donc on est en train d'entamer des procédures juridiques là contre ce travail qui va se faire parce que on est en train de brasser la vase qui contient du thorium qui a été déversé pendant des dizaines d'années par une entreprise qui s'appelait Rhône-Poulenc qui traitait les terres rares donc on va remettre en suspension tous ces produits-là. Il n'y a pas que du thorium, il y a un peu de tout là-bas dans les vases de La Rochelle. Et ça va tourner dans les pertuis parce que c'est en vase clos. Il faut savoir que ces centaines de milliers de tonnes de vases ne sont pas traités parce qu'ils n'ont pas fait les bonnes analyses, donc on va les attaquer là-dessus. Ne sont pas traités à terre, mais sont clapés, enfouis, jetés dans les fosses du pertuis. Et donc, fosses d'Antioche et fosses de Lavardin vont être remises en suspension et vont aller se promener donc sur les vasières qui nourrissent toutes les bestioles et en particulier les moules et les huîtres. Donc, ce travail sur ce port-là, qui veut devenir le premier port exportateur de céréales et éventuellement prendre la place de Bordeaux pour les hydrocarbures parce que il y a des soucis aussi avec les stockages d'hydrocarbures à La Rochelle, avec l'autre jour une fuite énorme avec des dizaines de mètres cubes de samplon 95 qui est parti dans la nappe. Donc ça veut dire que c'est une industrie qui s'installe au port de La Rochelle avec des sites Céveso 2. C'est assez catastrophique et donc ces travaux sur ce port-là, ça va être monstrueux, quoi. Merci pour ces bonnes nouvelles, Patrick. Patrick est souvent porteur de bonnes nouvelles comme ça. Et c'est toujours dur de couper le sifflet à un monsieur comme ça, parce que Patrick, il aurait parfaitement pu, avec Jean-Jacques, être un des grands témoins. Ces deux messieurs qu'on se battent pour le Marais depuis des années, avec efficacité. On leur doit beaucoup. Alors j'ai été très impressionné par l'intervention de Marion hier, qui parlait du fait de dire que les oiseaux des lieux ont des droits. Et puis on représente soit un pays, soit un animal. Et donc j'ai
un drôle d'animal là que j'aime bien. Et donc, vous avez peut-être regardé l'actualité locale sur Niort. Il y a de drôles d'oiseaux en politique qui volent d'un endroit à l'autre, d'un nid à l'autre. Et donc, je prends la responsabilité de défendre les bus variables, sauf Rodolphe Chalet. Bon, ben voilà, sur ce bon mot et ce coup de griffe, pour conclure cette magnifique assemblée des habitants de la Terre, je vais donner la parole à Ricardo, que tu nous fasses un peu ton retour, ce que tu penses de cette expérience. Voilà. Et je passe une petite annonce rapide. Toutes les petites cartes là que vous avez, c'est du matériel pédagogique. Je suis animateur nature. Et donc, il faudra que ça retourne sur la table et dans la boîte, sinon ça sera le bazar. Merci. Eh bien, ce n'est pas une conclusion ce que je vais faire, mais un remerciement. Même si ce sera un remerciement conceptuel, un remerciement de parole, je n'ai aucune prétention de conclure ces 2 jours extrêmement riches, et ça fait plaisir de voir que, encore vieux et jeunes que nous sommes, nous gardons une énorme vitalité d'engagement. Ici, nous sommes une assemblée d'habitants qui veulent s'engager. Nous sommes une assemblée de personnes qui croient qu'on peut encore agir pour créer demain, pour créer un devenir différent. Et pour cela, je voudrais exprimer au nom de mes amis de l'Agora des habitants de la Terre qui vont du Chili en Inde, de l'Afrique, Cameroun, Sénégal, l'Europe, mon admiration et mes remerciements pour avoir organisé la première assemblée des habitantes de la Terre ici en France. Et j'espère que ce n'est que la première série d'une longue histoire vivante et belle qu'on va continuer à construire ensemble. Au fait, nous étions partis de l'idée que cette assemblée des habitantes de la Terre avait une triple perspective. Une perspective mais municipaliste ou municipale, une perspective européenne, une perspective mondiale. Et ensuite, on avait, si on devait faire un tableau à double entrée, d'un côté, donc, on a cette dimension territoriale, de l'autre côté, dimension thématique, qui était les droits, les biens communs, et la sécurité et la responsabilité. Au fait, la hiérarchie n'existe pas ni du point de vue territorial. Ce n'est pas le monde qui est plus important que le local. Le municipal, ce n'est pas l'européen qui est plus important ou après le municipal. Et la même chose, ce n'est pas la responsabilité par rapport à l'eau qui est plus importante ou moins importante que le droit. Tous ces 3 dimensions, d'un côté territorial, d'un côté problématique, critique et essentiel des enjeux, sont d'égale importance parce que tout est lié. Et c'est ainsi que, maintenant, quelques petits commentaires par rapport à cette matrice à double entrée. Et il est évident que nous avons davantage mis l'accent sur le côté local. C'est inévitable. Et ce n'est pas mauvais parce que le local incorpore le mondial, incorpore le continental. Et donc, toutes les propositions que nous avons faites ont été davantage axées sur le local. Et que nous pouvons faire au niveau local, à partir d'Effre, de Niort, que pouvons-nous faire justement pour construire dès maintenant un devenir autre? Cette polarisation, qui n'en est pas une, comme je viens de dire, cette polarisation sur le local, bien entendu, nous a à la fois ouvert des pistes et à la fois limité un tout petit peu, non pas parce qu'il y a la contingence des élections, mais parce que, effectivement, on a essayé de proposer des choses qu'on puisse déjà réaliser au plan local, dont on peut avoir la maîtrise de leur réalisation. C'est-à-dire, nous avons accepté l'idée qu'il faut être utopiste, mais d'utopie concrète qu'on peut réaliser dès demain, pas d'attendre dans qui sait combien d'années. Et ça, bien entendu, limite un peu
la portée, la force, la nature des propositions que nous venons de faire. Parce que ça explique, par exemple, que un acteur qui a été absent dans nos propositions, on a beaucoup parlé d'État, on a beaucoup parlé d'encourager ou demander à l'État de faire ceci et cela, on n'a pas dit quelle est notre position vis-à-vis du capital financier. Et le capital financier est absent, a été un tout petit peu peut-être négligé, peut-être oublié. Mais si on l'a oublié, c'est sérieux. Hein? Pourquoi a-t-on oublié le capital? Pourquoi ne pas parler des grandes entreprises multinationales financières? Pourquoi n'a pas parlé de marché spéculatif? Pourquoi n'a pas parlé finalement du droit de propriété intellectuelle sur les vivants? Mais je les comprends. Si on est porté sur le local, il est évident que bon, toutes ces choses-là, ce n'est pas peut-être pour une autre assemblée, mais ce n'était pas l'urgence. Hein, ce n'est pas l'urgence. Ensuite, pour ce qui concerne effectivement les thématiques, je crois qu'on a été très riche dans le domaine du bien commun, de nos biens communs. Comment le préserver, comment le protéger, comment le promouvoir, comment faire en sorte que le bien commun puisse ne pas être prédaté, si vous me permettez cette expression, ne puisse pas être détruit. Et ça, c'est fondamental. Le fait que nous, comme Assemblée, on a mis l'accent sur l'eau comme bien commun est significatif. C'est-à-dire qu'on se rend compte que nous vivons une phase à laquelle nous devons réagir, celle de la prédation et de la destruction de la vie en tant que bien commun. Ça, c'est important. Il faut le faire ressortir dans tous les documents qui dira qu'est-ce que ça a été cette assemblée des habitants de F. Eh bien, ça a été une déclaration d'amour du bien commun dénonçant la destruction de la vie. Et je crois que cet accent sur le bien commun est fondamental. Ce bien commun, effectivement, reste local. Et c'est ainsi que, disons, on a été un tout petit peu, peut-être, je dirais, un oiseau qui a volé trop vite sur la question européenne. Personnellement, j'ai trouvé que certaines propositions sur la question européenne ne m'ont pas trop ému, au contraire, ils m'ont inquiété. Dans les sens, par exemple, en toute fraternité, en toute amitié, pour ceux ou celles qui ont proposé obliger le respect de la législation européenne en matière de l'eau. Mais moi, je fuis comme les diables de la législation européenne sur l'eau. Parce que la législation actuelle européenne sur l'eau, c'est la législation qui a sacralisé que l'eau est une marchandise. C'est celle qui a sacralisé qu'il faut avoir un prix de l'eau et que le seul mécanisme d'évaluation et de valorisation de l'eau, c'est les prix sur les marchés, basés sur le principe de la récupération, le prix comme instrument de récupération des coûts totaux de l'eau au prix du marché. C'est la vision utilitariste de l'eau a été sacralisée dans la directive cadre européenne. La directive cadre européenne s'en fout éperdument des citoyens. Ce qui s'intéresse à la directive cadre européenne sont les porteurs d'intérêt, sont les stakeholders. Les stakeholders sont les grands protagonistes préférés par l'Union européenne en matière de législation. Donc, je vous en prie, éliminer toute référence à obliger le respect de la législation européenne, parce que c'est une manière de se renier. Parce que nous voulons une Europe qui respecte les biens communs. Nous voulons une Europe qui affirme que l'eau est un droit, et l'Europe ne le veut pas dire. En tant qu'Union européenne, l'Europe ne parle pas de droit. Elle fait référence aux droits établis par l'ONU. Mais l'Europe, la législation, les directives, les lois européennes ne parlent pas de droit à l'eau. Parce que vous devez savoir qu'il y a 10 ans, quand l'ONU a adopté une résolution
sur les droits à l'eau et à l'assainissement, sur les 27 pays de l'Union européenne, 17 se sont abstenus. C'est-à-dire qu'ils ont voté contre, pas de le jargon onusien, quand on s'abstient face à une votation de l'Assemblée générale, c'est dire non. Mais on ne peut pas le dire, donc ils s'abstiennent. Et 17 pays, c'est pour cela qu'à l'heure actuelle, la Commission européenne ne parle jamais de l'eau, parce qu'elle sait que 17 pays de l'Union européenne ont voté contre la résolution sanctionnant ou affirmant les droits à l'eau et à l'assainissement. Donc, je crois qu'un absent ici important, ça a été effectivement l'Europe. Nous n'avons pas eu le temps, je pense. Les groupes de travail n'ont pas eu le temps de réfléchir et de travailler beaucoup sur la question européenne. Ceci dit, juste en toute vitesse, il me semble que nous pouvons retenir des contributions qui ont été apportées, 5 ou 6 points d'ancrage pour les travaux à venir. Le premier, l'importance absolue de l'information. Nous ne sommes pas seulement au niveau de l'époque des fake news. Nous sommes au niveau de nos sociétés, d'une civilisation qui ne veut pas donner l'information et qui cache. Toute la polémique, par exemple, vis-à-vis de la contamination des eaux en Italie par le PFAS, qui s'est traduit dans la contamination du sang dans des enfants de 9 à 14 ans. Tout était basé sur la négation des faits. Ils ont toujours dit non, il n'y a pas de contamination. Puis un jour qu'ils ont dû admettre qu'il y avait contamination du sang des enfants, ils ont commencé à dire mais ce n'est pas si grave. Et puis ils ont dit mais personne n'est responsable. Parce que qui disait que c'était la région, qui disait que c'est l'État, qui disait que c'est l'entreprise. Et donc l'information était un instrument de prendre conscience du processus mystifiante. Et cette mystification de l'information est une caractéristique que aujourd'hui vous avez mise en évidence. Il faut une information. Il faut une information citoyenne par et pour les citoyens. Et je me permets de vous rappeler qu'alors ici, l'Europe peut nous servir, nous aider, parce qu'en 2004, il y a eu une déclaration de Aarhus, qui est appelée de la ville danoise, où tous les États de l'Union européenne ont adhéré, et les villes en particulier, ont adhéré à la charte de Aarhus, dont le premier principe est d'affirmer le droit à l'information. Les citoyens ont droit à l'information dans tous les domaines de l'environnement et que cela comporte que l'information est l'instrument à travers lequel les citoyens européens peuvent participer à la politique et à l'exécution de la politique environnementale. Donc faire référence à la ville de Aarhus quand on parle d'information, c'est la charte de Aarhus qui doit être effectivement respectée. C'est là, oui, il faut respecter cette législation-là, qui est la charte de Aarhus. Deuxième point, c'est l'idée de la responsabilité du soin. Vous tous, vous avez parlé de préservation, de prévention, de protection de l'eau, de l'écosystème. Et je crois que prendre soin est la clé de cette idée du principe de responsabilité que chacun de nous a vis-à-vis de la vie. Prendre soin, alors, signifie que, vous l'avez après dit comme troisième point, qu'il faut essayer de prendre toutes les initiatives d'empêcher que les acteurs principaux qui aujourd'hui ont le pouvoir, la puissance de détruire la vie et qui produisent aujourd'hui et sont capables de faire la prédation de l'eau, tous ces acteurs-là soient empêchés de continuer à avoir cette puissance. On ne peut pas prendre soin de la vie si on laisse les acteurs de destruction de la vie continuer à être actifs. On ne peut pas. Et donc, il faut avoir le courage. Il faut le dire clairement. Il faut identifier les prédateurs de la vie et les faire condamner.
C'est là l'importance de la jurisprudence, et c'est pour cela, c'est là l'importance de la culture que nous, citoyens, nous devons toujours avoir, et habitants de la Terre, de dire nous voulons que les constitutions, nous voulons que les droits sanctionnés dans les traités internationaux, nous voulons que les droits qui sont consacrés dans les constitutions nationales de l'État démocratique soient respectés. Notre action n'est pas au nom de nos idéologies, notre action est au nom du droit, avec le D majuscule, qui est consacré dans les lois, dans les constitutions et dans les traités internationaux. On ne peut pas avoir soin de la vie si on ne respecte pas les droits qu'on a établis au niveau local, national et mondial. Autre chose importante, alors, c'est que nous devons promouvoir tous les facteurs et toutes les conditions qui favorisent les processus de sauvegarde et de protection de la vie, et en particulier de l'eau. Et c'est là, effectivement, que nous avons manqué, probablement au essai de jour, sur l'identification des acteurs qui sont capables de promouvoir et développer la prévention, la protection, la promotion, le soin de l'eau en tant que bien commun et en tant qu'expression d'un droit universel. Et je termine, parce que le temps, effectivement, il est déjà 8 heures, et j'ai faim, et je pense que vous aussi avez faim, pas seulement j'ai soif, mais j'ai faim aussi, parce que c'est pour que l'eau est importante pour l'agriculture, pour avoir la faim, non, pour avoir l'alimentation. Et alors, je terminerai en disant que, en sortant de ce soir, et pour demain, n'oublions pas que la situation est grave. Dans le monde entier, l'eau n'est pas bonne, n'est pas en bonne santé. Nos territoires sont détruits. La vie ne fait pas partie du futur spontané de notre monde, de notre terre. On est en train de nous voler la vie. Par l'eau, on est en train de nous voler la vie. Ce n'est pas si bien l'état de santé de l'eau et de la vie. Et nous ne pouvons pas être satisfaits des petites propositions. Nous ne pouvons pas accepter que 4 milliards de gens soient dans la situation qu'on a dit il y a hier. On ne veut pas accepter que le futur que les dominants nous disent, c'est que l'eau manquera à partir de 2050 et qu'il y aura un déficit en 2030 déjà de 40% des demandes d'eau, supposées être des besoins, par rapport à notre capacité de produire, d'offrir, garantir l'accès à l'eau. 40%. Les économistes asservis au pouvoir dominant, ils nous disent qu'il y a 40% de décalage entre l'offre et la demande d'eau. Et tout le monde ne peut pas laisser aux dominants, à Coca-Cola, à Nestlé, à Syngenta, à Bayer, de dire que l'eau est un problème, que l'eau va manquer et qu'il y a un problème de sécurité du monde. On ne peut pas les laisser dire ça. Et c'est parce que la situation n'est pas si bonne. Et c'est pour cela que donc, encore une fois, je me permets de faire un appel. Notre assemblée des habitants de la Terre sur l'eau doit pas se comporter comme si on était en train de traiter de choses d'ordinaire administration. Et justement, certains d'entre vous ont appelé la question de l'urgence. Nous devons lutter contre le capital privé. Nous devons lutter contre la prédation des connaissances de la vie, du vivant et de notre connaissance. Nous devons lutter contre la finance prédatrice. Nous devons lutter contre ces puissances énormes qui aujourd'hui ont militarisé la vie. On n'a pas parlé, par exemple, des militaires.
alors que la sécurité hydrique est considérée par les stratèges militaires comme l'une des choses les plus importantes pour le militaire. On ne veut pas les laisser continuer à raconter toutes ces choses-là. Nous devons devenir des protecteurs, finalement, de la vie. Et nous devons apprendre à ne pas avoir peur de dire que l'eau est un droit universel, qu'il ne faut pas payer pour le droit, qu'il ne faut pas payer pour traduire l'eau en marchandise. Nous devons avoir cette envie de devenir des défenseurs des générations futures. Et je crois qu'ainsi, nous aurons pris notre engagement et notre obligation, comme disait Saint François, vis-à-vis de notre sœur eau. Et je crois que l'on pourrait rentrer ce soir un peu satisfait d'avoir pris l'engagement d'aimer notre sœur eau. Merci beaucoup. Merci pour tout ça. Eh ben, je crois qu'on est fatigué, affamé, on a envie de célébrer. Eh ben, je vais vous dire qu'il y a des food trucks qui nous attendent dehors. Faut pas hésiter à y aller, hein, ils n'ont pas bossé tout plein. Petit message d'urgence, hein, si vous avez des potes sur Niort là, qui veulent venir voir un super concert, il faut les appeler parce que Mélismel, ça envoie c'est vraiment un super artiste. Et puis Cordes Sensibles, la Vendée qui représente, qui vient de Sèvres, il faut qu'il y ait du monde. Et puis derrière ça, il faut qu'il y ait du monde aussi qui mette dans les caisses et puis que tout ça, ça tourne parce que sinon peut-être qu'il n'y aura pas d'autres assemblées des habitants de la Terre. On comptera les bouses à la fin de la foire, mais quand il y a beaucoup de monde sur le marché, il y a beaucoup de bouses, quoi. Voilà. Donc c'est pas très beau comme mot de la fin, mais c'est pas le mot de la fin. Voilà. Merci à vous. Bon app.